Vous est-il déjà arrivé de bricoler un projet le week-end et de vous rendre compte qu'il pouvait faire quelque chose d'incroyable? Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé ici. Un outil personnel, presque un passe-temps, s'est retrouvé au centre d'une crise militaire mondiale, capable de la suivre en temps réel. C'est l'histoire de Worldview et de comment il a offert une vue quasi divine sur un conflit majeur. Voilà, c'est le moment de la prise de conscience. Son créateur regarde les nouvelles, la tension qui monte en Iran, et là, il a une révélation. Son petit projet perso est en fait l'outil idéal, l'infrastructure parfaite pour observer en direct un événement géopolitique qui va marquer l'actualité. C'est de là que tout part. Alors, Worldview, c'est quoi exactement? En gros, c'est un centre de commandement géospatial personnel. Pensez à un globe terrestre en 3D sur un ordinateur, mais qui affiche en direct des renseignements issus de sources ouvertes, ce qu'on appelle l'OSINT. Et le secret de sa puissance, c'est un essaim d'agents d'IA qui travaille en permanence pour aspirer toutes les données disponibles sur le net avant qu'elles ne disparaissent. C'est cette collecte en temps réel qui a permis de tout reconstituer. Le concept clé ici, c'est la reconstruction 4D. Le 3D, c'est l'espace, le globe. La quatrième dimension, c'est le temps. Imaginez la timeline d'un logiciel de montage vidéo. On peut avancer, reculer, mettre sur pause, mais au lieu de clips vidéo, on a des mouvements de troupes, des vols d'avion, des brouillages GPS. On ne voit pas seulement où ça se passe, on peut rejouer toute la séquence heure par heure pour comprendre le film des événements. Et pour créer ce film, l'outil empile des couches et des couches de données open source. On parle des passages de satellites, commerciaux comme militaires, des trajectoires de tous les avions, de la détection en direct du brouillage GPS, des mouvements des bateaux, et même de choses plus terre-à-terre comme les signalements de coupure de courant. Chaque info est une pièce du puzzle, et l'IA les assemble en temps réel. Bon, commençons par le début avec la vue depuis l'espace. Juste avant les premières frappes, on a observé une activité de surveillance satellite complètement folle au-dessus de la région. C'était le calme avant la tempête au sol, mais là-haut, tout le monde regardait déjà. Et quand on dit tout le monde, c'est vraiment tout le monde. La liste est impressionnante. On a des satellites militaires russes ultra performants, des satellites chinois de télédétection très avancés, des satellites d'imagerie commerciale européens et américains. Et bien sûr, la star du spectacle, un satellite espion militaire américain classifié, le fameux Topaz. La planète entière avait les yeux rivés sur l'Iran. Au milieu de tous ces yeux dans le ciel, il y a une technologie qui se démarque vraiment, qui change la donne. Le radar à synthèse d'ouverture, ou SAR. Un satellite comme Capella, qui est passé pile au bon endroit au bon moment, utilise ces technologies pour voir ce que les autres ne peuvent pas voir. Le SAR, en fait, ça ne fonctionne pas comme un appareil photo. Il ne se contente pas de capter la lumière, c'est un radar actif. Il envoie ses propres ondes radio vers le sol, et il analyse l'écho qui revient pour construire une image incroyablement détaillée. C'est ce qui le rend si puissant pour le renseignement. Et voilà son super pouvoir. Qu'il fasse nuit noire, qu'il y ait un brouillard à couper au couteau ou que le ciel soit couvert de nuages, le SAR s'en moque. Il voit tout, tout le temps. Pour la surveillance militaire, c'est évidemment un avantage énorme. Ça garantit d'avoir une image claire de la cible, peu importe la météo. Ok, quittons l'orbite terrestre pour redescendre dans l'atmosphère. On va voir maintenant comment la guerre électronique, qui est totalement invisible à l'œil nu, a provoqué un chaos bien réel en paralysant l'un des couloirs aériens les plus fréquentés du monde. Alors comment est-ce qu'on arrive à voir le brouillage GPS? C'est assez malin. L'outil analyse les signaux que les avions émettent constamment pour donner leur position, les fameux signaux ADS-B. Quand ces signaux deviennent totalement incohérents, quand un avion se met à sauter partout sur la carte, l'IA comprend qu'il y a du brouillage et elle colorie la zone en rouge. On voit littéralement la guerre électronique se dessiner en direct. Et la chronologie montre à quel point tout s'est effondré vite. En l'espace de 2 heures à peine, on passe d'un ciel plein d'avions à un vide quasi total. C'est un effet domino, l'Iran ferme son espace, puis l'Irak, puis le Koweït, et toute la région se retrouve paralysée. Et ce qui est fou, c'est qu'au milieu de ce chaos, alors que la plupart des pilotes font demi-tour, il y en a quelques-uns qui continuent. On a l'exemple d'un vol de Turkish Airlines qui a juste traversé la zone. Un peu à la Leroy Jenkins, pour ceux qui ont la référence. Imaginez être un passager de ce vol sans la moindre idée de ce qui se trame dehors. Pour les autres, c'était la confusion totale. On voyait des avions entrer dans des circuits d'attente, ils se mettaient à tourner en rond en attendant de nouvelles instructions. Les pilotes ne savaient tout simplement pas où ils pouvaient se poser en sécurité, car les aéroports et les espaces aériens fermaient les uns après les autres. Passons maintenant au cœur de l'action, les opérations militaires elles-mêmes. C'est là que l'outil montre toute sa puissance, en permettant de relier les points entre les données satellites, les événements au sol et les ripostes. L'enchaînement est fascinant. Ça commence avec une frappe sur un site nucléaire, et ce n'est pas un hasard, elle est parfaitement synchronisée avec le passage du satellite espion américain Topaz. Juste après, c'est la course. Une nuée de satellites américains et chinois viennent prendre des photos pour évaluer les dégâts. Pendant ce temps, au sol, des coupures d'Internet sont signalées, sûrement pour contrôler l'information.
Et enfin, la riposte iranienne qui vise des bases américaines stratégiques dans la région. Et le conflit ne s'est pas arrêté là. Il s'est étendu à la mer avec la fermeture du détroit d'Ormuz. Il faut bien comprendre que c'est l'une des autoroutes maritimes les plus importantes au monde pour le pétrole. Le fermer, c'est mettre un coup de pression énorme sur l'économie mondiale. On a même eu des rapports de navires attaqués dans la zone. Bon, maintenant prenons un peu de recul. Qu'est-ce que tout cela nous dit ? On parle ici des implications bien plus larges de cette technologie, pour l'avenir du renseignement, mais aussi du journalisme et de notre façon de comprendre le monde. Ce qu'on voit ici, c'est une sorte de choc des cultures. D'un côté, un projet OSINT, mené par une seule personne qui est super agile, accessible, et qui arrive à donner une image d'ensemble incroyablement complète. De l'autre, les énormes machines de renseignement des États. Ils ont des capteurs d'une précision folle, mais ils sont parfois ralentis par des logiciels de visualisation plus anciens, plus lourds. C'est le créateur de l'outil qui résume ça le mieux. C'est fou de réaliser la puissance des informations qui sont en fait publiques. Quand on les collecte intelligemment et qu'on les visualise de la bonne manière, on obtient une compréhension des événements qui peut y rivaliser, voire dépasser bien des analyses traditionnelles. On n'est plus dans la lecture de dépêches, on est dans la reconstitution interactive. Et voilà le paradoxe. Les gouvernements ont les meilleurs capteurs du monde, des satellites qui coûtent des milliards. Mais parfois, les outils de visualisation de données disponibles pour le grand public sont plus modernes, plus rapides et au final permettent de mieux comprendre ce qui se passe. C'est assez sidérant quand on y pense. Et ça nous laisse avec cette question. Une question vertigineuse. Si un seul développeur, pendant un week-end, peut mettre sur pied un outil de surveillance mondiale aussi performant, qu'est-ce qui nous attend demain ? On entre clairement dans une nouvelle ère, celle de la démocratisation du renseignement. Et on commence à peine à en entrevoir les conséquences.